Tout le monde t'écoute, c'est parti pour la conférence sur notre voyage géopolitique en Colombie. Bah, merci beaucoup, Kevin. Merci à beaucoup de niveaux pour ton aide pour la préparation de cette conférence, pour ta patience avec moi. Merci à tous d'être là. Et, ben, vraiment, je suis très contente. Ça me fait toujours très plaisir de parler de la Colombie. Et puis, c'est un moment un peu particulier pour moi, puisque finalement, quand même, le tourisme a coulé dans mes veines. J'ai une pensée pour mon père ce soir, qui a été longtemps directeur d'Explorateur, et d'ailleurs mon grand-père également, qui est le fondateur de cette très belle agence. Donc voilà, je suis vraiment, à beaucoup de titres, très heureuse d'être avec vous ce soir. Je vais commencer peut-être cette conférence, et je ne m'étendrai pas trop parce que personne n'est là pour ça, mais je voudrais quand même vous raconter un tout petit peu et brièvement comment je suis arrivée en Colombie, peut-être, parce que ça s'est fait par le plus grand des hasards. En fait, je suis venue pour la première fois dans ce pays il y a 10 ans. C'était en décembre 2012, je me rappelle. Je venais de terminer des reportages en Haïti suite à l'épidémie de choléra qui avait suivi le tremblement de terre, je ne sais pas si vous en souvenez. J'avais également travaillé sur un documentaire sur le viol en France. Et je me rappelle d'être arrivée ici et d'avoir senti une immense force de vie. Et je crois que cette force de vie que j'avais trouvée en Colombie est une des premières et une des grandes raisons pour lesquelles, je vous expliquerai ensuite par la suite, j'ai décidé de m'y installer. La première fois que je suis venue en Colombie, je vais être très honnête, je ne savais pas grand-chose de ce pays. Je suis arrivée là-bas par hasard, en raison des rencontres de la vie. J'avais quelques amis que j'avais connus en France, des Colombiens qui étaient venus s'installer en France, puis qui étaient rentrés. Un ami français qui s'était installé ici. Et puis j'étais un peu comme tout le monde, avec beaucoup d'a priori sur ce que les médias peuvent véhiculer de ce pays. En fait, il y avait un détail que je ne savais pas, c'est qu'en 2012, quand je suis venue, les pourparlers de paix entre l'ex-guérilla des FARC et le gouvernement venaient tout juste de commencer. Et on peut dire que je crois que vraiment l'air avait changé dans ce pays. Donc c'était un pays assez peu connu, un pays qui faisait peur, un pays où le tourisme était très peu développé. Donc les quelques touristes que j'avais rencontrés à cette époque étaient des backpackers, un peu comme moi. Il m'est souvent arrivé d'être la seule étrangère dans les transports lorsque je me déplaçais en bus à travers le pays. Et je suis tombée face à un pays extrêmement sauvage et avec une très grande biodiversité. En fait, il y a un grand paradoxe avec la guerre en Colombie, c'est que cette guerre a longtemps empêché que l'homme intervienne dans certaines régions du pays. Bon, c'est un des paradoxes de ce pays, puisqu'évidemment, je ne suis évidemment pas en train de dire qu'il faut souhaiter la guerre pour protéger la nature. Vous verrez peut-être tout au long de cette conférence que des paradoxes, la Colombie en a beaucoup. J'ai donc découvert une nature extravagante, très puissante. Il faut savoir que la cordillère des Andes est un massif très jeune. Et en fait, la cordillère donc, remonte depuis l'Argentine, le Chili, oui, le Chili et l'Argentine, traverse ensuite le Pérou, l'Équateur, et au moment où elle rentre en Colombie, elle se divise en 3 branches, 3 pattes. On l'appelle la patte d'oie. Donc en fait, la Colombie a cette caractéristique d'avoir énormément de montagnes. Ça n'est pas juste une cordillère qui va le long de la côte pacifique, c'est une cordillère le long du Pacifique, une centrale et une orientale, comme ça s'appelle. Donc, il y a effectivement énormément de relief en Colombie, sachant que toute l'autre partie en bas, au sud, est là pour ce qu'elle a amazonienne et donc beaucoup plus plate. Alors, il faut savoir que du coup, Bogota, on parle de 2600 mètres d'altitude. Medellín, on parle de 1400 mètres d'altitude. Il y a plusieurs sommets à plus de 5000 mètres. Et donc, forcément, quand on est une petite Française et qu'on arrive au milieu de tout ça, eh bien, l'échelle de valeur change complètement. J'aime beaucoup comparer la France avec la Colombie parce que, d'abord, la Colombie, c'est exactement 2 fois la taille de la France. Ensuite, c'est un pays, comme j'essayais de vous l'expliquer à l'instant, avec plusieurs massifs de montagnes, tout comme la France, avec ses Alpes, ses Pyrénées, son massif central, les Vosges, le Jura. Donc, chaque massif a évidemment ici également ses particularités. Il faut savoir qu'il y a un massif en Colombie qui ne fait pas partie de la naissance de la Cordillère des Andes, qui est la Sierra Nevada, qui, elle, se trouve tout au nord du pays. Peut-être que Kevin vous le montre sur la carte avec sa petite souris. Et là, on parle de sommets qui sont à plus de 6000 mètres.
La Colombie, c'est également 2 côtes, une atlantique, bon, que nous, on peut considérer comme caribéenne, mais eux, les Colombiens parlent de leur côte atlantique, et également la côte pacifique. La France aussi a deux côtes. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a autant de montagnes, autant de reliefs, autant de mers différentes, etc. Eh bien, c'est que forcément, il y a des tas d'écosystèmes différents. Et qu'est-ce qu'apporte un écosystème? Ben, il apporte avec lui une tradition en général, que ce soit culinaire, que ce soit culturel, que ce soit dans les accents. Donc, tous ces mondes géographiques de la Colombie, je ne vous parle pas là de tout ce qui est la grande plaine des Llanos qui va vers le Venezuela, également une partie de la plaine qui va vers jusque la côte atlantique. Donc, toute cette richesse géographique, me semble-t-il, apporte à ce pays une immense richesse culturelle également. Et puis, je reviendrai une dernière fois là-dessus parce qu'effectivement, le massif des Andes est un massif très jeune. Ici, l'échelle est différente. Voilà, quand ce sont des étendues à perte de vue. Quand ce sont des montagnes, ce sont des sommets. Quand ce sont des arbres, ils sont énormes, des cours d'eau qui sont puissants. C'est quelque chose qui m'a énormément frappée lorsque je suis arrivée. Comme je vous le disais, donc, grâce à cette grande diversité culturelle, on a une diversité des cultures. Je vais aller évidemment, et vous vous en douterez bien, assez vite sur l'histoire de la Colombie. On n'est pas là peut-être pour ça maintenant, mais je vais quand même vous donner 2-3 petits détails. Notamment, j'ai choisi ces détails parce que je pense que ce sont ceux qui aujourd'hui continuent de marquer la Colombie actuelle. La Colombie a commencé à être colonisée par les Espagnols en 1499. Ils sont arrivés dans le port de Santa Marta. Comme dans toute l'histoire de la colonisation de l'Amérique latine, ils ont commencé à esclavagiser les peuples autochtones locaux, mais ces derniers sont très rapidement et de manière massive morts de maladie. Donc, dans leur grande majorité. Donc, je vais peut-être rajouter un petit détail là-dessus pour que... Bon, non, je reviendrai plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Espagnols ont fait venir des esclaves d'Afrique afin de pouvoir contrôler ce territoire dont je vous parlais à l'instant et qui est effectivement complètement démesuré. La ville de Carthagène, qui est, je pense, l'un des bijoux du pays encore à l'heure actuelle, parce que c'est une extrêmement belle ville coloniale, très bien rénovée, porte un petit peu tous les symboles de ces histoires, je dirais. Par exemple, les murailles de la ville ont été entièrement construites par les esclaves amenés d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé avec les esclaves indiens, des peuples autochtones, j'essaye de dire, je préfère dire, ils ont souvent participé aux travaux domestiques, dans ce qu'on appelait les encomiendas. Donc, on avait d'un côté les esclaves africains qui ont travaillé dans tout ce qui a été champs de coton, mines d'émeraude, champs de canne à sucre, bon, tout ce qui a été développé par les Espagnols à leur arrivée. Et d'un autre côté, on avait d'autres esclaves, donc les Indiens, qui, eux, étaient plutôt pour tout ce qui était les travaux de la maison, on va dire. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que, évidemment, l'esclavage aujourd'hui n'a plus lieu, n'existe plus en Colombie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, tout le monde s'est mis avec tout le monde, on va dire, et le métissage colombien est extrêmement fort. Les Colombiens, de manière générale dans le pays, portent 3 origines. Ils ont des traits européens, ils ont des traits africains et ils ont des traits indiens. Et ça, c'est quelque chose qui également m'a énormément frappée. Évidemment, selon les zones géographiques, on a des différences. Vous verrez que la côte Caraïbe, par exemple, est très afro. Les Andes sont plus indiennes, puisque évidemment les côtes correspondent aux lieux où sont arrivés les esclaves. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, encore une fois, donc, toute cette histoire a un impact dans la société actuelle colombienne et qui m'ont beaucoup intéressée par la suite quand j'ai commencé à travailler comme journaliste ici. Je vais vous raconter très brièvement, pour vous donner un petit exemple de ce dont je vous parle, de la cumbia, par exemple. La cumbia, c'est une musique folklorique traditionnelle colombienne qui est écoutée par absolument toute la société colombienne. La musique est extrêmement importante en Colombie. Les Colombiens sont de grands musiciens. La cumbia,
si vous avez l'occasion de l'écouter ou si après cette conférence, vous avez envie d'en écouter. Ce sont les tambours africains d'un côté, ce sont les flûtes de pan, les flûtes, pas de pan du tout, les flûtes fabriquées en général avec des roseaux de l'autre que jouaient les Indiens. Les esclaves africains sont arrivés en Colombie, évidemment, ont recréé leur univers, c'est-à-dire qu'ils ont recréé les tambours tels qu'ils les avaient en Afrique, avec de nouveaux bouts, avec de nouveaux matériaux. Néanmoins, c'était leur inspiration, évidemment. Et puis, donc, vous avez une rencontre du tambour africain avec la flûte indienne. Si vous voyez des spectacles de cumbia, vous verrez que les femmes sont habillées avec des habits traditionnels espagnols, qui étaient en réalité les robes que les patronnes donnaient à leurs esclaves quand elles étaient un peu trop usées. Et la façon de danser la cumbia, qui est une danse qui se fait avec des très petits pas et avec des mouvements d'épaule, rappelle qu'en fait, ces esclaves, lorsqu'ils dansaient, en général, avaient les pieds enchaînés. Donc, je vous donne cet exemple particulier parce que pour moi, il y a eu effectivement des choses où j'ai eu besoin de remonter dans le temps pour comprendre ce pays, pour comprendre ce que je voyais et pourquoi la cumbia est une musique dont les Colombiens sont si fiers. Et voilà, il fallait repartir vers le passé. Évidemment, comme je vous le disais un petit peu au départ, les zones de métissage, etc., varient suivant les lieux. La Colombie a été un pays, à un moment donné, de migration. Par exemple, la région de Medellín, les habitants de la région de Medellín ne ressemblent absolument pas aux habitants de la région de la côte Caraïbe. Il y a deux grands départements où, par exemple, au XIXe siècle, on a eu de grandes colonies de migrants allemands qui sont arrivés, notamment fuyant la famine de l'époque, la famine du XIXe siècle. Donc, il y a des régions de Colombie où on retrouve aussi sur des gens avec des yeux verts, des cheveux blonds. Donc voilà, c'est un pays très divers et je crois que c'est d'ailleurs une des choses donc, qui m'a énormément passionnée. Parce que je me suis dit en voyant tout ça, mais en fait, on ne connaît pas la Colombie, personne ne me parle de tout ça, personne ne m'a parlé de tout ça, on m'a parlé de Pablo Escobar. Il y a bien autre chose que le trafic de drogue. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de m'installer ici. Alors, il faut savoir que la Colombie, traditionnellement, n'est pas un grand pays d'accueil. Là, je vous parlais des Allemands qui sont arrivés au 19e siècle. Mais ça fait longtemps quand même. On va dire que pratiquement tout le 20e siècle, la Colombie n'a pas reçu de vague migratoire. Au contraire, la Colombie a été un pays de départ, même si, très récemment, les choses ont changé, puisque avec la crise du Venezuela et l'effondrement total de son économie, des milliers, voire des millions de Vénézuéliens sont arrivés dans le pays. Mais c'est surtout un pays de diaspora, la Colombie. Et du coup, les Colombiens sont des gens toujours très étonnés de voir des migrants arriver. Les Colombiens sont extrêmement fiers de leur pays, de leur gastronomie, de leur paysage. Ils savent qu'ils ont un très, très beau pays. Ils sont très critiques de leur État, de l'institution du pays, des institutions du pays. Mais du coup, ce sont des gens extrêmement accueillants et qui, j'aime bien dire ça aussi, ont une personnalité à part entière. J'ai un peu voyagé dans d'autres pays de la région et ça m'a marqué, par exemple, de ne jamais voir une enseigne de McDonald's en Colombie. Les Colombiens, s'ils veulent manger des hamburgers et des frites, ils vont au Corral, qui est leur fast-food à eux. S'ils veulent boire un café Starbucks, on ne va pas au Starbucks, on va chez Juan Valdez. Juan Valdez, le café colombien, ils sont très fiers de leur café colombien. Voilà, ils ont recréé leurs produits locaux. Il y a du Coca-Cola, je vous rassure, mais il y a quand même la boisson colombienne, la Colombina, la boisson gazeuse, ultra sucrée, pétillante. Voilà, c'est des gens qui ont vraiment une identité à part entière, je trouve, et qui sont très protecteurs, en fait, de tout ça. Donc, après mon voyage de 2012, je tombe amoureuse de ce grand pays, merveilleux pays. Je suis journaliste à Paris. Je me dis qu'en fait, pour tout ce que je viens de vous expliquer, il y a des histoires que personne n'a racontées jusqu'à présent et que je devrais bien venir les raconter. Donc, un an plus tard, en janvier 2014, je m'installe ici. Ça a été un parcours du combattant, je dois le dire, parce que, comme je vous le disais à l'instant, ce n'est pas un pays qui a une grande tradition d'accueil. Et puis, il faut quand même aussi dire les choses. Le travail, il est à Bogota, et Bogota, c'est une ville difficile. Donc, je vous le disais un petit peu au début de la conférence, on est à 2600 mètres d'altitude. C'est un immense plateau andin, donc voilà, entouré de montagnes. Donc, de la fenêtre de chez moi, je vois des montagnes
environ à 3200 mètres d'altitude. Donc, on s'habitue, mais la respiration au départ n'est pas très évidente. Le premier jour de mon arrivée, je me rappelle qu'il y a eu un tremblement de terre aussi pour couronner le tout. Donc, on est à 2600 mètres d'altitude. Il y a à peu près 10 millions d'habitants, notamment, je dirais que les chiffres ne sont pas clairs, mais l'arrivée des Vénézuéliens ces derniers temps a fait probablement gonfler la population. C'est une population qui n'a pas forcément été recensée. Donc, environ 10 millions d'habitants. C'est peut-être un petit peu moins. C'est une ville, par exemple, où les bouchons sont légion. Les transports en commun sont complètement saturés. Et c'est une ville qui, comme d'autres villes latino-américaines, pour ceux qui les connaissent, notamment au Brésil, je pense notamment au Brésil, qui est en train de devenir une ville très verticale. Voilà, le plateau est entièrement envahi. Bon, maintenant, si on veut continuer à accueillir du monde, on monte des tours. Voilà, on monte des tours. Et donc, c'est un climat tropical, la Colombie, sauf qu'un climat tropical à 2600 mètres d'altitude, ça donne au moins une averse par jour. Alors, en ce moment, avec la crise climatique, c'est encore bien différent. Là, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête tous les jours. Là, il n'a pas encore plu aujourd'hui. On attend le moment où il va pleuvoir. Et voilà, tout ça rend effectivement la ville parfois hostile, difficile. Il fait froid, il pleut, il fait sombre. Et puis, on est une ville qui, encore parfois, manque de certaines infrastructures. Donc, quand il pleut, c'est des coupures d'électricité. Tout d'un coup, on ne peut plus travailler. Tout d'un coup, il n'y a plus Internet. Enfin, voilà. Néanmoins, Bogota est une ville extrêmement attachante et très surprenante. Mais je ne suis pas partie vivre sous les tropiques. Je ne suis pas en Paris toute la journée. Bogota, il fait froid. Voilà. Maintenant, je vais venir peut-être à une nouvelle partie de la conférence et je vais peut-être vous parler un petit peu plus de l'actualité de la Colombie de ces dernières années qui sont des grandes années politiques dans ce pays. Et je vais passer donc de ce que je vous racontais de mon installation en 2014 directement à 2016. 2016 est une année clave, comme on dit en espagnol, clé, puisque c'est l'année où a été signé le processus de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Avant d'aller dans le processus de paix en particulier, je voudrais vous donner quelques informations encore sur la société colombienne. Il faut savoir que la société colombienne est une société extrêmement inégalitaire. C'est pour ça que je vous parlais au départ aussi de cette conférence des esclaves, de l'esclavitude dans ce pays. Je dirais que ce sont les restes des stigmates d'un pays qui a été colonialisé, esclavagisé. Ça ne part pas comme ça. Donc, il y a des restes de toute cette histoire et de toute cette période. Je n'ai jamais vu de ma vie je n'ai jamais rencontré de ma vie des gens aussi riches que j'ai pu rencontrer en Colombie et voir des gens aussi pauvres. Peut-être dans des pays comme l'Inde, pour ceux qui connaissent l'Inde, j'ai eu ce sentiment de pauvreté extrême. Mais voilà, il faut savoir que l'inégalité est extrêmement forte ici. Donc, cette inégalité, est bien entendu, a provoqué un certain nombre de violences, comme évidemment ça se passe dans ces cas-là, dans le pays. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant de toutes ces questions-là. Je survole, on va dire, les grandes thématiques de la Colombie et je vais m'attacher à une des inégalités ayant entraîné la violence de cette situation. C'est la répartition des terres. Il faut savoir que la Colombie est un pays d'abord extrêmement riche. Les terres colombiennes sont les terres de ce pays sont riches, donnent très bien. Je me rappelle ma grand-mère la première fois qu'elle est venue ici, me dit mais on plante une branche, en sort un arbre, et c'est un peu ça, tout pousse très vite, tout est foisonnant, tout est chatoyant, c'est incroyable. Donc les terres sont riches, et l'autre particularité, c'est que les terres sont privatisables. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait acheter une forêt, acheter un cours d'eau, acheter une plage, acheter des rivières. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens les plus riches de ce pays ont récupéré les terres de ce pays. Il faut savoir aussi que la Colombie a du pétrole, du gaz, des émeraudes. Évidemment, tout ça a créé énormément de convoitises. Et je dirais que cette question de la terre, en fait, est le point d'origine de la naissance de la guérilla des FARC. La guérilla des FARC est un mouvement révolutionnaire qui était à l'origine composé de paysans et qui, petit à petit, a glissé vers le narcotrafic, notamment pour financer évidemment leur armée, et puis évidemment pour, en ce qui concerne les grands chefs de ce mouvement, s'en mettre plein les poches. Donc, je reviens en 2016.
La paix est signée après près d'un demi-siècle de guerre. Et c'est un moment particulièrement euphorique dans le pays. Alors, je vous épargne ici le plébiscite qui a été voté, où la majorité du pays a dit non à la paix, ce qui était complètement inattendu. Finalement, le président réussit à faire passer la paix par un autre biais, en retouchant certains points. Le président de l'époque s'appelle Juan Manuel Santos. D'ailleurs, il recevra le prix Nobel de la paix pour avoir réussi à ce que personne ne croyait possible, on va dire. Sauf que qu'est-ce qui se passe? 1 an et demi plus tard, après la signature de ce processus de paix, il y a des élections colombiennes dans le pays et un nouveau président arrive. Ce président s'appelle Iván Duque et il est le candidat d'un ancien président, celui qui était juste avant Juan Manuel Santos, qui a réussi la paix. Donc Duque est le candidat, on va dire, d'Álvaro Uribe. Et Álvaro Uribe est donc un ancien président qui, lui, s'est fait connaître pour sa répression sanglante contre la guérilla et son refus catégorique de négocier avec eux. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si c'est si révélateur que ça, mais en tout cas, voilà, il faut savoir que le père d'Álvaro Uribe, la famille d'Álvaro Uribe est une grande famille de propriétaires terriens de la région de Medellín, très riche, et son père avait été assassiné par les FARC. Donc, c'est peut-être aussi ce qui avait expliqué son refus systématique de négociation et d'acceptation de la paix. Mais pour faire le résumé, on signe une paix et qui en est élu après? Le grand oppositeur de la paix. Donc, on arrive forcément dans une période de blocage total pendant 4 ans, les 4 ans de Iván Duque, où il ne se passe absolument rien, pendant que la droite, on va dire dure, revient au pouvoir. Néanmoins, la paix a été signée, donc il faut quand même en faire quelque chose. Dans cette paix qui a été signée avec les FARC, les guérilleros acceptent de se démobiliser. Donc cette démobilisation passe par 2 étapes. D'abord, remettre les armes dans un premier temps, et ensuite s'installer dans des villages qu'eux-mêmes vont construire dans des zones très particulières du pays, en général dans des zones rurales, puisque les FARC, en général, sont issus du monde rural, sont généralement des paysans, des enfants de paysans qui ont un jour pris les armes. Et donc, à partir de ces villages, peu à peu, donc ils construisent, ils développent des productions, alors que ce soit des productions agricoles, des productions de... Il y en a qui se sont fait connaître parce qu'ils ont lancé une marque de bière, de vêtements, il y en a qui ont lancé une agence de voyage et qui font des descentes de rafting sur le Rio Caqueta. Voilà, donc ils ont de l'argent pour lancer de quoi finalement retrouver une vie dans la société civile et peu à peu, voilà, retrouver une place tout à fait normale dans la société. Il faut savoir que, évidemment, une partie de ces FARC ont refusé de signer les accords de paix et sont rentrés dans ce qu'on a appelé la dissidence. Donc, il existe encore, disons, des FARC, je pense qu'il ne faut absolument pas les appeler les FARC, mais des anciens FARC, donc la dissidence des FARC, qui ont décidé de ne pas déposer les armes, de ne pas revenir dans la société civile et de continuer leur lutte armée contre le gouvernement et en général, évidemment, le trafic de cocaïne. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de ça. J'ai eu la chance, en tant que journaliste, au moment où les accords de paix ont été signés et que les FARC sont entrés donc, dans la société civile à travers ces villages, on va dire, d'étapes. J'ai eu la chance d'en visiter 7 pour un reportage qu'on faisait avec une fondation allemande. Enfin, donc, évidemment, les choses sont très disparates, on va dire, suivant les régions du pays. Il y a des zones encore vraiment compliquées en Colombie. Je me rappelle de la visite notamment d'un village à Tumaco, c'est-à-dire à la frontière avec l'Équateur, dans une zone où il y a vraiment une très, très grosse production de coca encore à l'heure actuelle. Voilà, on sentait bien que ça allait être difficile parce qu'en fait, effectivement, le narcotrafic rend cette paix extrêmement difficile. Je vais justement y venir maintenant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les FARC ont contrôlé des zones. Bien, que ce soit pour la production de coca, donc
planter des arbres, ramasser des feuilles de coca, préparer de la coca, ou bien contrôler les couloirs qui permettent de faire sortir la drogue. Mais du coup, quand les FARC sont partis, grâce au processus de paix, en fait, ces zones, tout d'un coup, se sont retrouvées, comme on dit ici, vides de contrôle. Parce que si je vous expliquais que la Colombie est un pays si escarpé, si compliqué, avec des montagnes dans tous les sens, ça monte, ça descend, qu'est-ce qui se passe dans un pays comme ça? Ou alors que la moitié est une forêt amazonienne, c'est-à-dire qu'elle est quasiment impénétrable. C'est un pays extrêmement difficile pour l'État colombien à contrôler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les FARC sont sortis de certains territoires qu'ils contrôlaient, mais l'État n'a absolument pas réussi à prendre le contrôle de ces zones. Donc, le problème ne s'est pas forcément résolu simplement avec le départ de la guérilla des FARC. Je vais peut-être faire une petite parenthèse justement sur qu'est-ce que c'est que l'État colombien, notamment pour un Français, parce que c'est extrêmement surprenant pour nous. C'est un État qui, je dirais, est presque, pour certains aspects, complètement inopérant. Je veux dire, je suis tous les jours surprise de sortir dans la rue, dans une capitale. La Colombie est quand même la 3e puissance latino-américaine. Il y a des trous partout dans la rue. Le trottoir est toujours un peu branlant. Les infrastructures de la ville, par exemple, ne marchent pas. Après, si on va plus loin, évidemment, il y a des choses encore plus graves que tout ça. L'éducation est entièrement privatisée, la santé est entièrement privatisée, et le droit du travail des Colombiens est sans commune mesure, évidemment, avec ce qu'on peut connaître. Je vous parlerai des 48 heures de travail hebdomadaire, des 2 semaines de vacances par an. On oublie les RTT, on oublie les retraites. Alors, s'il y a des retraites, mais elles sont très, très faibles. Donc, il n'est pas étonnant de voir des personnes de 70, 80 ans vendre des sucres, des bonbons, des cigarettes dans la rue pour pouvoir compléter leur retraite. C'est un pays vraiment où on a du mal à voir l'État, même si je reconnais aussi quand même que ces dernières années, il y a eu une grande amélioration au niveau de certaines infrastructures. Les routes se sont, par exemple, bien améliorées. Mais c'est un pays où effectivement les conditions sont dures. L'État ne prend pas du tout les choses en compte. Donc, on parle quand même d'un salaire moyen avec le cours actuel, de moins de 300 euros par mois. Et donc avec tout ce que je viens de vous expliquer dans un premier temps, du processus de paix, de l'existence de la droite dure qui a empêché tout ça, d'un État très, très, très absent en fait, eh bien, cette année, révolution en Colombie. Gustavo Petro est élu. Alors, pourquoi c'est vraiment une révolution? Gustavo Petro, l'histoire de la Colombie nous montre que tous les présidents de la République colombiens, depuis l'existence du pays, ont été à droite, généralement issus des grandes familles à l'origine espagnole du pays. Et les quelques leaders de gauche que la Colombie a connus, en général, ont été tout simplement assassinés. Pourquoi Gustavo Petro est vraiment une surprise à plusieurs niveaux? Premièrement, parce que c'est donc des premiers dirigeants de gauche à arriver à la tête du pouvoir. En plus, Gustavo Petro a la particularité d'être un ancien leader guerrillero. Alors, pas des FARC, mais d'une autre guérilla qui s'appelait le M19. Donc, évidemment, la Colombie a connu beaucoup de mouvements guerrilleros. Je vous parlerai à la fin de cette conférence du dernier qui existe et qui est encore là peut-être pour plus très, très, très longtemps. Excusez-moi. Donc, en fait, les guérillas colombiennes, elles se sont divisées suivant les lieux, suivant différents lieux du pays. Les FARC, c'était vraiment une guérilla paysanne, plutôt pauvre. Le M19, c'est une guérilla urbaine, beaucoup plus intellectuelle, composée de professeurs, d'avocats, d'éditeurs, et qui opère en ville. Et bien plus que, non, pas du tout, pour le coup, dans les campagnes, comme le faisait la guérilla, comme le faisaient les FARC. Leur fait d'armes le plus connu au M19, c'est la prise du palais de justice en 1985, où ils séquestrent un certain nombre de juges à l'intérieur du palais de justice. L'armée
va intervenir pour reprendre le palais de justice en faisant rentrer un char, en faisant passer un char par l'entrée du palais de justice. Donc, c'est une image qui a quand même marqué les esprits, parce que c'était visuellement très, très fort ce jour-là. Il faut savoir qu'en Colombie, la gauche, enfin, les guérillas en général sont associés à l'extrême gauche. Et en fait, elles ont évidemment été très décriées dans le pays pour leurs actions violentes, mais je pense quand même qu'il ne faut pas oublier qu'elles naissent aussi à un moment où les États-Unis cherchent à éviter à tout prix la propagation en Amérique latine des idées socialo-communistes. Et donc, en fait, je pense qu'il n'y a jamais eu de pouvoir, la gauche au pouvoir en Amérique latine à cause de cette ambiance de l'époque aussi, où la gauche était vue comme vraiment quelque chose d'extrêmement d'extrémiste, on va dire, et que les États-Unis, je peux dire, ont empêché quand même, comme ils pouvaient, d'arriver au pouvoir. Donc l'arrivée de Petro, c'est un changement gigantesque pour ce pays. Donc c'est pour ces deux raisons. Je rajouterai autre chose qui me semble faire partie du côté vraiment très novateur de Petro, c'est qu'il a eu, je dirais, vraiment l'intelligence de choisir comme vice-présidente une femme noire, issue d'un milieu populaire et défenseuse de l'environnement. Alors là, tout ça, c'est incroyable pour ce pays. Ça marque vraiment une révolution. Elle s'appelle Francia Marquez. Elle est d'origine du Cauca, région dévastée par le trafic de drogue. Et je crois vraiment qu'elle a permis à Petro de gagner. Je suis vraiment convaincue que ça a été une de ses meilleures cartes. Il y a un dicton, je ne sais pas si c'est un dicton, mais une expression en Colombie qui dit que comment un pays à la fois classiste, raciste et machiste a réussi à faire naître une femme noire, pauvre, et en plus très engagée pour la défense de l'environnement, et de la faire arriver à la place où elle est arrivée. C'était incroyable. C'était vraiment une année, je dirais, 2022, incroyable de voir une telle révolution dans ce pays. Voilà. Ensuite, donc Petro est arrivé au pouvoir en juin cette année. Je vais peut-être vous parler un petit peu de ce qui est en train de se passer dans le pays aujourd'hui depuis cette arrivée historique donc. D'abord, Petro est arrivé avec cette idée de reprendre ce qui avait été abandonné à partir du moment où Santos a quitté le pays, qui était la paix. Alors, sous les années Duque, on a complètement oublié la paix, effectivement, et là, Petro est arrivé en disant « Moi, cette paix, je vais la faire. On va y arriver, on va la terminer. » Parce qu'en plus des FARC, donc, qui ont rendu les armes en 2016, il en existe encore une de guérilla, l'ELN, Ejército de Liberación Nacional. Donc, cette guérilla, elle est située... Alors, bon, ils sont toujours un peu situés dans les mêmes zones, hein, le Chocó côte Pacifique, la Arauca, la frontière avec le Venezuela, le Cauca, Nariño, toujours des endroits, comme je vous le disais un peu au départ, lieu de production de coca, lieu de transit de la drogue, couloir de la drogue. En général, on parle de ces zones. Et autre détail, par contre, avec l'ELN, c'est que c'est aussi une guérilla, mais comme beaucoup, voilà, il y a beaucoup de mines illégales en Colombie. En général, les contrôles des mines illégales se fait par les groupes armés. Donc aujourd'hui, Petro s'est lancé dans une nouvelle croisade pour sa paix, c'est de faire la paix avec l'ELN. Donc des négociations ont commencé, elles ont lieu au Venezuela, qui est un pays qui est le pays qui accueille les négociations. À chaque fois qu'on a eu des négociations, que ce soit entre les FARC et le gouvernement, aujourd'hui entre l'ELN et le gouvernement, il y a d'autres pays qui viennent évidemment prêter main forte. L'Église catholique est garante, l'ONU est garante. Je crois que la Norvège, cette fois-ci, est également garante. Voilà, les choses ne se font pas juste entre le gouvernement et les guérillas, mais c'est en général un énorme consortium international qui les aide. Le problème qui est en train de rencontrer Petro pour faire face à cette paix totale qu'il a décidé, c'est que, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure,
Donc, les FARC ont abandonné certains territoires pour faire la paix. Ils ont laissé ces lieux vacants. L'État, notamment celui d'Ivan Duque, à l'époque, n'a pas repris le contrôle de ces zones. C'est un pays très difficile pour l'État de le contrôler. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, il y a d'autres groupes qui sont arrivés. Et cette fois, ce ne sont plus des guérillas. Là, ce sont des narcotrafiquants en général. Des groupes. Quelle est la différence un petit peu entre les deux? Les guérillas, ils ont une idéologie politique. Les narcotrafiquants, beaucoup moins. Et puis, c'est beaucoup plus difficile, ils ne sont pas organisés. Quand on a voulu négocier avec les FARC, on savait qui était le chef des FARC, on savait qui était le commandant des FARC, on savait comment le pays était divisé. L'ELN n'a pas une organisation aussi pyramidale que les FARC. L'ELN est une guérilla très horizontale. Donc, c'est un petit peu plus compliqué de négocier avec eux. Et les narcotrafiquants, là, c'est quand même encore une autre histoire. Donc, Petro s'y avance avec la négociation de tout ce qui est groupes armés, on va dire guérilla. Mais le problème, c'est que ces dernières années, notamment sous la gouvernance de Ivan Duque, bien, ont proliféré des groupes, on va dire, d'influence paramilitaire, dont je ne vous ai pas parlé, mais là, ça devenait un petit peu compliqué. Voilà, une autre conférence. Et surtout des narcotrafiquants. Et là, par contre, la négociation, elle n'est plus tout à fait possible. Ce sont des gens qui sont complètement hors la loi et dont la structure n'a absolument pas envie de négocier, parce que là, pour le coup, c'est une condamnation immédiate. Enfin, le trafic de drogue, la séquestration, tout ça est condamnable par la justice. C'est complètement différent avec un groupe guérillero où là, il y a une tentative de négociation de vérité contre justice, voilà, et pour éviter un certain nombre d'années de prison, notamment pour les chefs des guérillas. Donc, Petro est tout à fait conscient de cette situation, du problème que ça n'est pas faire la paix avec les guérillas qui va résoudre le trafic de drogue, et c'est en train de devenir un de ses chevaux de bataille. Il était récemment, la semaine dernière, au Mexique pour se réunir avec le président López Obrador pour discuter de comment aborder cette question de la drogue dans la région, puisque évidemment la Colombie n'est absolument pas le seul pays concerné. Très brièvement, la Colombie, avec le Pérou et l'Équateur et la Bolivie, sont les principaux producteurs, mais aujourd'hui, les principaux distributeurs, c'est le Mexique notamment, d'où la situation que l'on voit au Mexique. Et depuis quelques temps, et on commence à en entendre parler, l'Équateur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des attentats à Guayaquil ces dernières semaines, mais il y a une vague de violence qui monte aussi à l'Équateur. Donc, c'est un problème régional très grave qui a coûté énormément de vies et que les présidents essayent de voir comment résoudre ensemble. Petro est pour une légalisation, évidemment. Néanmoins, c'est une décision qui ne pourra pas se prendre s'il ne trouve pas un consortium non seulement régional, mais bien entendu international. L'autre grand sujet de Petro, je vous expliquais un petit peu un peu plus tôt les grandes inégalités de ce pays. Je me suis focalisée sur une d'entre elles qui est la répartition des terres. Du coup, là aussi, Petro se remonte les manches et tente d'y mettre la main à la pâte. On parle d'une nécessité d'une réforme agraire en Colombie qui n'a jamais eu lieu. De ce que l'on perçoit, il ne faut pas non plus aller trop vite, Petro est là depuis très peu de temps au pouvoir, il semble que la réforme va être impossible à réaliser. Néanmoins, pour l'instant, il a des gestes symboliques de remise de terre à des paysans, notamment à des communautés afro et autochtones, puisque c'est des gens qui ont souvent été spoliés de leurs terres par des grands propriétaires ou par des trafiquants pour pouvoir planter de la coca. Donc, il y a des tentatives. Pour l'instant, on ne voit pas arriver la grande réforme dont le pays aurait besoin. Je voudrais peut-être rapidement aussi vous parler du contexte régional que j'ai commencé un peu à évoquer avec le dernier voyage de Petro au Mexique. Pour parler, j'oublie de préciser, non seulement bien évidemment de la question de la drogue, l'autre problème que je n'ai pas encore vraiment abordé, qui est celui de la migration, qui est un des grands thèmes latino-américains du moment, pour évidemment rejoindre les États-Unis avec des pays comme effectivement la Colombie et le Mexique, qui sont des pays qui ont des frontières, on va dire, très
dangereuse. En Colombie, elle s'appelle la frontière du Darién, qui est entre la Colombie et le Panama, où les migrants traversent une forêt extrêmement dangereuse. Ensuite, l'autre frontière très problématique est celle du Mexique aux États-Unis. Donc ça fait partie des grands débats qu'ont pu avoir récemment Petro et AMLO. Et voilà, deux grosses problématiques qui touchent en particulier ces deux pays. Je voudrais vous parler très rapidement, et en arrivant vers une conclusion, de l'ambiance, on va dire, régionale du moment. Cette année, on a vu l'élection de Gabriel Boric au Chili, de Gustavo Petro en Colombie et de Lula au Brésil. Et donc, si vous voulez, là, c'est un espace de grand retour de la gauche en Amérique latine. On verra ce qui se passe, on va voir comment les choses se passent. Je dirais que la chose, pour moi, la plus intéressante qui s'est passée jusqu'à présent suite à ces 3 élections, c'est le retour du Venezuela. Alors, le Venezuela, on ne l'attendait plus. On avait un président, nous, qui avait quand même reconnu Guaido comme le président du Venezuela. Tout d'un coup, la guerre en Ukraine commence. Tout d'un coup, on apprend que des hauts diplomates américains vont au Venezuela. Il faut savoir que le Venezuela est un pays qui subit des sanctions de la part des États-Unis, en crise d'une profondeur inégalable. Voilà. Et donc, tout d'un coup, Petro retourne au Venezuela. Il faut savoir que les relations diplomatiques étaient terminées entre la Colombie et le Venezuela sous Iván Duque. Les ambassades ont été fermées, les frontières ont été fermées, les vols ont été annulés. Par la même occasion, il y a plus de 2 millions, si je ne me trompe pas, de Vénézuéliens qui sont arrivés en Colombie, donc une incapacité de communiquer entre les deux États. Première chose que fait Petro en arrivant, il relance les relations avec le Venezuela. Maduro a été l'un des premiers à féliciter Lula lorsqu'il vient d'être élu. Voilà, il se passe quelque chose, les choses changent un petit peu. La guerre en Ukraine a clairement, à mon avis, un impact derrière tous ces changements. D'ailleurs, lors de la COP27, certains l'auront peut-être vu, Emmanuel Macron et Nicolas Maduro se sont croisés dans les couloirs. Il y avait une caméra qui était par là, on a pu assister à l'échange. Emmanuel Macron s'est adressé à lui en tant que président. Monsieur le Président, ils se sont invités mutuellement. Donc, on va voir ce qui se passe, mais on va dire que, voilà, il y a un véritable mouvement de gauche en Amérique latine aujourd'hui et ça change. Je terminerai peut-être sur la relation rapidement avec les États-Unis. La Colombie est un grand allié. Je ne sais pas si c'est le meilleur mot, allié des États-Unis. Les relations sont bonnes. Il va falloir voir avec Petro si elles continuent d'être les mêmes, parce que les choses pourraient changer. La Colombie dépend énormément des États-Unis. La Colombie a investi énormément d'argent en Colombie pour la lutte contre le trafic de drogue, notamment sous la présidence d'un président dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui s'appelle Álvaro Uribe. Évidemment, quand les États-Unis investissent, ou n'importe qui investit dans un pays, bon, y a un petit échange nécessaire. Donc, on va voir ce qui se passe avec les États-Unis, avec Gustavo Petro. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de vivre ici et d'être journaliste ici aujourd'hui, c'est passionnant parce qu'on a l'impression quand même d'être au cœur de l'histoire. Enfin, il se passe plein de choses. C'est vraiment très intéressant. Je voudrais conclure peut-être brièvement en vous recommandant quelques ouvrages pour ceux qui sont vraiment intéressés par tout ce qui est narcotrafic, histoire du trafic de drogue, parce que j'ai vraiment pas eu le temps d'aller si loin dans l'explication, mais les choses ont beaucoup évolué tout au long du siècle en Colombie, on va dire. J'ai lu la trilogie de Don Wilson qui s'appelle, le premier étant La griffe du chien, ensuite vous avez Cartel et La frontière. Moi j'ai trouvé ça très intéressant pour comprendre un petit peu, et ceux qui seraient intéressés par ces questions-là. Il y a un auteur colombien que j'aime beaucoup qui s'appelle Héctor Abad Faciolince, qui a écrit, son livre est publié en français, L'oubli que nous serons. Raconte une histoire de famille qui souffre, on va dire, la violence à Medellín.
très intéressant aussi. Pour ceux qui ne sont pas du tout géopolitiques, mais qui préfèrent la culture, il y a un auteur qui s'appelle Andrés Caicedo qui a écrit sur la salsa, qui est Viva la Musica, et notamment la région de Cali, là pour le coup. Dans les auteurs récents colombiens, j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Juan Gabriel Vázquez. Là, j'ai Le bruit des choses qui tombent. Pareil, très intéressant, roman passionnant où voilà, tout se passe autour de l'hacienda, l'ex-hacienda de Nápoles qui a appartenu à Pablo Escobar. Et puis, bien évidemment, ne jamais perdre de vue Gabriel García Márquez, qui est un auteur extraordinaire selon moi. Enfin, pour ceux qui voudraient un petit résumé de la Colombie, il y a ce petit ouvrage qui s'appelle Colombie, Guerres épées de Anne Proenza, qui est aux éditions Nevicata, un bon résumé de beaucoup de choses. Je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que tout ça a été intéressant. Je ne suis que journaliste, évidemment. Je vous ai raconté la Colombie que moi j'ai perçue et j'ai essayé de vous en donner un meilleur aperçu le plus condensé possible et que voilà, ça vous amènera peut-être à aller approfondir certains sujets parce que je reconnais vraiment être allée très très vite, mais j'avais envie de vous partager tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Margot, c'était très intéressant, passionnant. Et en effet, on pourra approfondir tous ces sujets lors d'un voyage unique. Le 2 mars 2023, Explorateur vous propose de partir pendant 22 jours sur notre circuit phare en Colombie. Voilà, et Margot sera là pour les 5 derniers jours, donc de Barra Cababemerja jusqu'à Carthagène. Margot sera là pour les 5 derniers jours avec des conférences en direct, bien sûr, avec vous sur place chaque soir. Donc la géopolitique est un thème qui est abordé durant tous nos voyages en Colombie, mais d'ailleurs à peu près partout dans le monde. Et là, sur ce départ du 2 mars, on mettra l'accent dessus avec la présence de Margot. Voilà, vous pourrez retrouver le programme détaillé de ce voyage sur notre site internet, tout comme vous pourrez sur la fiche technique de ce beau programme retrouver les références bibliographiques que Margot a évoquées. Alors maintenant, si vous avez des questions, ça va être le moment de les poser. Et je crois qu'il y en a déjà quelques-unes par écrit qui ont été posées durant la conférence. On va commencer par la première question. Alors, je lis en même temps. Alors ça, c'est pas une question. Il y a quelqu'un qui donne le lien d'un livre, si vous voulez. Vous pouvez cliquer sur ce livre. Il y a Robert qui voudrait poser une question, je vois. Alors, où ça? J'ai vu une petite main. Alors vous pouvez. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais activer tous les. Non, vous pouvez activer votre micro normalement, Robert. Sinon, en effet, il faut lever la main comme vous avez fait, puis je vous retrouve. Alors, je retrouve pas Robert qui veut poser une question. Sinon, il faut la poser par écrit, mais normalement, vous pouvez réactiver votre micro. Alors, sinon, je vais vous autoriser le micro. Voilà. Normalement, Robert, vous pouvez normalement activer votre micro et nous poser une question, si vous en avez une, que ce soit sur le voyage ou sur la Colombie en général. N'hésitez pas, vous avez juste à gauche du bouton quitter, vous avez le microphone et vous pouvez donc l'activer. Ou sinon poser la question par écrit. Alors, Robert finalement nous pose la question par écrit. Pourquoi la frontière entre la Colombie et le Panama est-elle dangereuse? En fait,
c'est surtout une question géographique, là. Entre la Colombie et le Panama, il y a une frontière, une forêt qui s'appelle la forêt du Darién, et qui est il me semble que le passage est d'environ 130 km. Et aujourd'hui, énormément notamment de Vénézuéliens ces derniers temps, mais il y a eu un moment l'année dernière où c'était des Haïtiens qui essayent de passer cette frontière. Donc, ils rentrent en Colombie et ils la traversent. Elle est pleine d'animaux sauvages, elle est pleine d'insectes dangereux, elle est extrêmement hostile, il pleut énormément. 130 km de forêt dense. Et puis évidemment, j'oublie évidemment de préciser ces choses-là, mais quand on parle de frontières et de migration, évidemment, il y a les passeurs. Donc, si vous voulez, c'est voilà, exactement les mêmes, on va dire, les mêmes situations que les passeurs en Méditerranée, sauf que là, c'est une forêt extrêmement hostile, donc avec tout ce que traverser un élément naturel comporte comme danger. Mais ce n'est pas une zone dangereuse parce qu'il y a une présence de groupes armés, par exemple. Hein. C'est une caractéristique naturelle, là, en ce qui concerne cette frontière. Ouais, je confirme, hein, j'y suis allé côté panaméen. Enfin, j'ai pu un peu avancer dans cette forêt et c'était impossible d'imaginer pouvoir faire des kilomètres supplémentaires. Hein. C'est ultra dense. Voilà. En fait, peut-être pour brièvement expliquer, parce que ça, j'en ai pas du tout parlé dans la conférence, dans les problématiques aujourd'hui de l'Amérique, c'est qu'il y a eu une déclaration de Biden à un moment donné l'année dernière, je crois une première, par rapport au fait que les gens qui allaient rentrer sur le territoire. Et en fait, il y a des déclarations politiques par rapport aux politiques migratoires qui tout d'un coup créent des flux de migrants. Et donc, tout d'un coup, on a vu l'année dernière, notamment depuis le Chili, énormément d'Haïtiens depuis le Chili et depuis le Brésil décider de quitter ces pays d'accueil pour aller aux États-Unis en se disant que les choses en fait allaient être mieux là-bas. Sauf que du coup, voilà, se sont organisés des flux migratoires où la Colombie et le Panama sont devenus une espèce d'entonnoir. Il y a une ville très près de la frontière qui s'appelle Necoclí, où tout d'un coup, il y avait 80 000 Haïtiens qui campaient partout où ils pouvaient dans la ville, en attendant que des bateaux soient affrétés pour les emmener jusqu'au départ de l'entrée de la forêt. Donc ça, c'était une crise migratoire de l'année dernière. Cette année, ça a été avec le Venezuela, où tout d'un coup, pareil, il y a eu une déclaration, je ne sais plus laquelle, et pareil, un mouvement migratoire, là, parce que la politique dont on parlait allait favoriser les migrants vénézuéliens. Donc voilà, c'est complètement inattendu, ces moments de flux. Et c'est vrai que la Colombie, à un point stratégique, à un certain point précis, connaît de temps en temps des catastrophes et des crises migratoires extrêmement fortes parce que Necoclí doit compter 20 000 habitants à tout casser et tout d'un coup, la ville se multiplie par 4, 5 avec des tentes absolument partout, voilà, de gens qui essayent de partir pour les États-Unis en fait. Et justement, Robert demande si la panaméricaine traverse le Darien. Bah non, elle s'arrête. C'est la ville de Turbo côté Colombie où elle s'arrête. Il n'y avait plus de route. Hein, c'est la fin de la route et elle reprend côté panaméen une fois que on a un peu dépassé le Darien. Il y a Roré qui demande, qui dit il y a une réalité que l'on peut cacher, c'est celle d'un tourisme sexuel et autour des drogues qui s'est développé notoirement à Medellín et d'autres villes. En effet, je suis allé à Medellín en septembre dernier et la dernière fois que j'y étais, c'était il y a 10 ans et j'ai vu une multiplication de la drogue dans la rue et de la prostitution. C'était assez phénoménal. Tu peux nous en dire un mot peut-être, Margot ? Oui, tout à fait, Jorge, effectivement, je suis complètement. J'ai également constaté ça. Après, on revient, on va dire, à certaines problématiques que j'ai soulevées à un moment de la conférence. C'est-à-dire qu'on a un pays inégalitaire, donc avec des gens quand même très pauvres. On a un pays producteur de drogue, donc tout est à disposition. Et on a un pays quand même aussi qui a en ce moment particulièrement un gros problème. Alors, en plus de migration, il faut quand même aussi préciser que beaucoup de Vénézuéliennes qui arrivent sont victimes de traite humaine, sexuelle. Enfin, il y a un vrai problème parce que, évidemment, les migrants sont des gens en situation de vulnérabilité. Et pour couronner le tout,
on a un pays dont la valeur de la monnaie s'est extrêmement dévaluée ces derniers temps. Et ça, c'est un vrai problème parce que qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez ici en tant qu'étranger, on va dire, avec des dollars ou des euros, vous êtes riche. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je sais que, alors, je ne suis pas une très grande experte en économie. Je sais qu'il y a des tentatives de blocage de protection du peso de la part du gouvernement avec des politiques autour des taux d'intérêt. Encore une fois, je m'excuse un peu, là, je suis loin d'être très précise. Je n'y connais pas très bien. Mais c'est vrai que le problème de ce pays, c'est qu'on a parfois une grande misère, et pour des raisons structurelles, comme je vous en ai un petit peu parlé, hein, l'absence d'État, l'absence de sécu, l'absence d'école publique, j'ai envie de dire. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui vont aller étudier? Et puis, voilà, le fait que tout d'un coup, la Colombie est un pays extrêmement bon marché. Donc là, c'est la porte ouverte à vraiment à des choses voilà, graves. Alors, il y a Blandine, merci Margot. Il y a Blandine qui nous pose la question de la place du tourisme dans cette nouvelle Colombie. Le pays est-il prêt à laisser la place à une économie touristique? Et comment casser ces stéréotypes autour de la dangerosité du pays? Alors après, c'est pas non plus nouveau le tourisme en Colombie, hein. Nous, chez Explorateur, ça fait de nombreuses années qu'on y va, mais on va dire que c'est un peu plus récent, que ça se développe de façon un peu plus récente. En fait, moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que je suis là aujourd'hui. C'est que le tourisme, évidemment, on peut dire que ah bah oui, mais les touristes se détruisent, les touristes abîment. Un pays comme la Colombie, le tourisme est une merveilleuse alternative pour beaucoup de gens. Des femmes peuvent, au lieu de, comme le mentionnait Jorge, de se prostituer pour pouvoir survivre, elles peuvent travailler dans un restaurant où il y aura des touristes, elles peuvent être guides, elles peuvent faire de l'artisanat et savoir qu'elles vont pouvoir le vendre. Voilà, il faut évidemment faire très attention à ce qu'on fait. Mais c'est vrai que moi, pour vivre maintenant ici depuis presque 10 ans, je trouve ça merveilleux que des gens viennent pour des bonnes raisons, évidemment. On ne va pas non plus fermer les frontières de toutes les manières, mais c'est bien. J'ai rencontré des familles que le tourisme a pu faire vivre, a pu permettre que leurs enfants aillent à l'école, ils puissent faire des études. Le fait de rencontrer des étrangers aussi, ça a été l'occasion de rêver à autre chose, d'entendre une autre langue, de se dire qu'eux aussi pourraient apprendre une langue. Le tourisme a quand même, quand il est bien fait, porte des choses merveilleuses. Donc, pour moi, il y a des niches en Colombie évidentes de la possibilité de faire un tourisme responsable, naturel, épanouissant, enfin réjouissant, vraiment quoi. C'est évidemment possible et j'espère que le pays va pouvoir continuer dans cette direction. En 10 ans, moi j'ai vu le changement quand même d'une ouverture vraiment très grande. Et j'espère que ça va continuer parce qu'ils le méritent. Ils méritent qu'on voit leur pays. Et pour ce dont je vous parlais au départ, encore une fois, une nature incroyable. Une nature incroyable. J'ai des amis qui sont venus cet été me rendre visite et ils me disaient, mais je n'ai jamais vu une immensité pareille de jungle. C'est incroyable. Et on abîme beaucoup la planète. On a des problèmes de crise écologique aujourd'hui. La Colombie garde des espaces merveilleux qu'il faut protéger. Et le tourisme, aussi, protège certaines zones, moi, j'ai envie de dire. Le fait qu'il y ait des touristes, d'autres n'y vont pas, en fait. Si l'économie, c'est le tourisme, l'économie, ce ne sera pas la coca. Oui, tout à fait. Je complète ce que dit Margot. J'étais en septembre en repérage justement pour Explorator, hein, dans la région de la Macarena. Et là, j'ai rencontré la communauté Rodal. Et ils sont très ouverts et très contents à l'idée d'accueillir des touristes. Il y avait eu un échange très intéressant avec eux justement ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'attendent nos clients et comment leur présenter les choses, comment les accueillir. Et ils sont très contents à l'idée d'accueillir du monde et de présenter leur région. En effet, hors des sentiers battus, comme le disait Blandine, il y a énormément de choses à voir en Colombie. Et nous, notre circuit de 22 jours, qui est un des plus complets dans les voyages proposés pour les Français,
il couvre pas tout le pays. Il y a encore d'autres choses à voir. Il y a la côte Pacifique, je vous dis la région de la Macarena, vous avez Caño Cristales, une rivière avec des algues de toutes les couleurs. Vous avez pu voir des photos dans le diapo tout à l'heure. C'est sublime. Il y a vraiment et l'Amazonie, c'est immense. Donc il y a plein de choses à voir et le tourisme a un bel avenir, je pense, en Colombie. Et les Colombiens ont l'air très intéressés, très contents de pouvoir accueillir du monde en tout cas, hein. Tout à fait. Non, et c'est des gens très accueillants, comme je le disais. Exactement. Et juste je voudrais quand même dire quelque chose sur la dangerosité du pays. Sur place, moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Après, bon, c'est sûr, on est à Bogota en pleine nuit. C'est un peu comme si on est à Paris ou dans n'importe quelle grande métropole mondiale, où on se sent pas en danger du tout, hein. Non. Mais il faut faire attention à son portefeuille, à son téléphone si on le tient comme ça. Mais voilà, dans tout le pays, j'ai pas du tout, moi, ressenti en tout cas cette dangerosité ou ce sentiment d'insécurité, hein, vraiment pas du tout. Et les Colombiens sont très très gentils, très accueillants. Voilà. De toutes les manières, là où c'est dangereux, personne n'y va, hein, donc comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. On Il y a va pas. Roré qui complète en disant que malgré tout, il ne faut jamais oublier que la Colombie est la plus vieille démocratie d'Amérique. Non, ben, je sais pas exactement quoi répondre à ça. C'est vrai, c'est vrai que c'est une démocratie, la Colombie. Moi, j'attends le jour où voilà où la drogue n'aura plus de place. Aujourd'hui dans le gouvernement, enfin pas dans le gouvernement, pas du tout dans l'État, parce que ça corrompt évidemment beaucoup de choses. Voilà, il faut absolument que le trafic ça cesse. Mais moi, j'ai eu l'impression, encore, quand je vous dis, quand j'étais en septembre, j'ai l'impression que les Colombiens veulent passer à autre chose, hein. J'étais près d'une cascade qui s'appelle Caño Canoas, où le tourisme est tout nouveau là-bas, et parce qu'il y a encore quelques années, les locaux vivaient de la culture de la coca. Mais ils veulent passer à autre chose. Évidemment, ils gagneront moins d'argent maintenant, mais au moins ça sera de l'argent légal. Mm. Et Ils seront plus c'est tranquilles. Ils seront plus exactement tranquilles. plus tranquille. Plus tranquille. Alors, est-ce que d'autres participants à cette visioconférence ont des questions? Vous pouvez les poser par écrit ou par oral, mais ça n'a pas l'air de fonctionner par oral. Sauf si ce que vous pouvez faire, c'est il y a une petite main en haut de votre écran. Vous pouvez donc lever la main comme à l'école et j'ouvre votre micro si vous le souhaitez. Sinon, posez la question par écrit. J'en profite pour vous dire que ce moment qu'on a passé ensemble sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Je vous l'ai déjà dit en début de conférence, donc vous pouvez réécouter si vous avez envie ou la partager avec d'autres personnes. Les références bibliographiques que Margot a évoquées seront sur le programme détaillé. Et je vais également vous mettre le lien d'un documentaire, c'est ça Margot, que tu as réalisé récemment Ah oui, en partenariat avec Le Monde? exactement. Je voulais un peu, voilà. Voilà, je vous mets le lien dans la conversation, vous pouvez cliquer dessus. En fait, je vous raconte quand même brièvement l'histoire parce que bon, je me disais qu'après avoir écouté une conférence, éventuellement, on se disait qu'on avait envie de voir des images. Bien sûr, Kevin a fait un super travail avec le diaporama, mais voilà. Et récemment, je suis partie avec un collègue de France 24 et la journaliste du Monde ici en Colombie, qui s'occupe également du Venezuela d'ailleurs. On est parti faire un reportage sur l'Atrato. L'Atrato, c'est un fleuve qui longe la côte Pacifique. C'est le troisième fleuve de Colombie. Après, je pense, le Magdalena et l'Amazone. Et c'est un fleuve qui est complètement pollué en raison des mines illégales qui sont installées dans les affluents de ce fleuve. Donc voilà, c'est un reportage qui peut vous donner une vision d'une de ces régions de Colombie. Vraiment, le Choco, c'est encore à part de tout ce qu'on peut voir dans ce pays.
c'est des thématiques avec certains points que vous allez retrouver, que j'ai abordés dans cette conférence. Donc, il y a aussi bien l'article écrit par Marie Delca, qui est la correspondante, que la vidéo que nous, on a réalisée pour France 24. Et je me disais que ça pouvait vous donner voilà, un petit aperçu d'un des thèmes qu'on a vu ensemble pendant cette conférence en Émilie qui a pour ce merveilleux pays. Et très compliqué et vraiment source de beaucoup de sujets journalistiques en tout cas. Ouais, bah, on va regarder ça après le dîner peut-être. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure, Margot. Donc, bah, je vous rappelle que vous pouvez trouver le programme du voyage sur notre site internet explo.com. Il ne faut pas hésiter à nous poser des questions, que ce soit par mail ou nous appeler. Donc, moi, je m'occupe de la Colombie et d'autres pays d'Amérique du Sud comme le Chili, l'Argentine chez Explorator. Je suis également à la vente, donc vous êtes amené à me contacter. Certains me connaissent sûrement. Il y a mes collègues Gwendoline et Kingsley également pour vous accueillir et pour répondre à toutes vos questions. Et s'il y a une question hyper précise, je peux aussi contacter Margot et avoir la réponse grâce à elle en vue du voyage de mars, du 2 mars prochain. Voilà. Merci Margot, on va conclure là-dessus si personne n'a d'autres questions. Merci de ta présence, de ta disponibilité. Je sais que tu as beaucoup de boulot, surtout avec l'actualité de ces dernières semaines. Et ce fut un plaisir de t'entendre parler de la Colombie et de cet aspect géopolitique qui sera donc abordé plus longuement lors de notre voyage de mars prochain. Les clients auront la chance d'être à tes côtés pour la fin du voyage. Voilà, merci à toi Margot. Merci Kevin et merci à toute l'équipe d'Explo pour votre accueil. C'était un grand plaisir. Et puis vous retrouverez d'autres visio-réunions prochainement chez Explorator. On vous tient informé par email de ces visio-réunions qu'on prépare pour les mois à venir avec parfois des nouveaux voyages, des voyages de reconnaissance. On va bientôt à Socotra par exemple. C'est toute autre histoire, mais c'est tout aussi intéressant. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Margot, bon après-midi à toi. Merci. Et passez et à bientôt, voilà. À bientôt, merci. Bientôt.